Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés. On reprend donc l'émission Délit d'opinion avec Charles Gave que vous connaissez bien. L'actualité de la semaine, on va commencer avec l'affaire Evergrande, ce groupe d'immobilier chinois qui a quand même une dette de 260 milliards d'euros. En équivalent euro du coup, c'est-à-dire environ 2% du PIB chinois. Alors le fait, selon moi, le plus intéressant, c'est pas tellement qu'un groupe d'immobilier en Chine fasse faillite, c'est plus quelle va être la réaction du coup du gouvernement chinois. Est-ce qu'il va laisser faire, provoquant peut-être du coup une crise financière, ou est-ce qu'il va essayer de renflouer la maison? Alors, c'est une bonne question. Je vais vous répondre. Vous savez qu'on a 7 ou 8 analystes à Pékin, donc qui suivent ça de près et qui travaillent sur les modalités selon lesquelles le gouvernement chinois va aider le cas échéant Evergrande. On parle de 3 sociétés qui rachèteraient la dette, qui rachèteraient les actifs. Il faut savoir qu'on arrive dans la semaine, la Golden Week en Chine, c'est-à-dire la semaine où personne ne bosse, quoi. Et donc, il leur laisse une semaine pour trouver la solution, donc il n'y a pas... Maintenant, la première des choses que je dois dire sur Evergrande, c'est que ça n'est pas une banque. Donc, s'ils prennent une claque, la claque reste à les gars qui avaient acheté des appartements à Evergrande qui n'étaient pas finis, qui à ce moment-là, il faut payer une partie. Ils ont payé 20 ou 30% l'appartement. Et dans un monde parfaitement capitaliste, ils perdraient leurs 20 ou 30%, ce qui n'est pas acceptable. Puis les actionnaires et les obligataires Evergrande, s'ils perdent 100%, c'est bien fait pour leurs pommes, ils n'avaient qu'à pas s'endetter comme ça, quoi. Donc, la seule question pour le gouvernement chinois, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les appartements où il y a des prêts à compte versés. Bon, ce qui va se passer, c'est que probablement ils vont faire racheter les actifs, la banque de terrain, etc., par le gouvernement, par les 3 grandes sociétés, et qui passeront ce qu'on appelle des sweet deals, des petits accords gentils avec ces 3 sociétés, pour leur prêter de l'argent à bon compte pour qu'ils terminent les appartements, bien qu'ils ne gagnent pas d'argent dessus, etc. Bon. Donc encore une fois, ça fait 20 ans que j'essaie de suivre la Chine à mesure de mes moyens. Encore une fois, on a personnel à Pékin et personnel à Hong Kong qui fait que ça. Ça fait à peu près, je dirais, une fois par mois, on m'annonce que l'économie chinoise va s'effondrer la semaine prochaine, quoi. Ouais. Il y a un désir forcené de ce que je peux appeler les gouaillots, c'est-à-dire les grands nez, vous savez, c'est nous. Ils espèrent désespérément que la Chine va enfin se casser la gueule, puisque c'est à peu près la seule qui mène une politique vraiment capitaliste, quoi. C'est ce qui est assez rigolo, quoi, pour montrer que le capitalisme ne marche pas. Mais il semble qu'historiquement, le capitalisme marche plutôt bien et le socialisme plutôt mal. Mais c'est quelque chose que les gens ont du mal à accepter. Donc pour moi, Evergrande, c'est un cas où, une fois de plus, on va se retrouver dans un monde où les communistes chinois laissent faire faillite aux entreprises qui doivent faire faillite, alors que les capitalistes européens et américains se donnent un mal de chien pour empêcher les sociétés qui devraient faire faillite de faire faillite, parce que c'est là où sont tous leurs copains. Ouais. Donc dans un cas, on a un capitalisme pur et dur qui donc est moral, et dans l'autre, on a un capitalisme de connivence qui est une abomination, si vous voulez. Donc, et le capitalisme de connivence, qui, dans le fond, paye tous les journaux, parce que les 5 milliardaires qui possèdent tous les journaux français n'imaginent pas un monde dans lequel ils pourraient être jugés en fonction de leur capacité à gagner de l'argent plutôt qu'en fonction de leur relation politique, quoi. Donc je crois que la relation avec Evergrande, c'est si Evergrande fait faillite, c'est une très bonne nouvelle pour la monnaie chinoise, parce que ça prouve qu'on ne fout pas en l'air la monnaie pour sauver des bons à rien. Très bien. Donc vous voyez pas trop le gouvernement chinois faire du keynésianisme et renflouer justement Evergrande. Bon, ils vont trouver des gens qui vont les sauver, ils vont les subventionner un petit peu. Le seul problème, c'est les gens qui ont payé, qui sont des petits gens, qui ont payé 20 ou 30%, qui ont donné toutes leurs économies pour s'acheter un appartement, qui ne sera pas fini. Donc ça, il est impossible de laisser tomber des centaines de milliers de gens qui ont prépayé des appartements. Donc on va se débrouiller pour que, en quelque sorte, cette charge de travail passe à d'autres groupes. Mais comme ils ne gagneraient pas d'argent sur d'autres groupes, il va falloir les aider un petit peu. Mais en tout cas, les actionnaires et les obligataires d'Evergrande vont tout perdre. D'accord. C'est bien fait pour leur gueule. Alors, sujet suivant, on a les mails du fils Biden. Donc, je rappelle vite fait l'histoire. On a en gros une histoire de corruption avec la Chine, l'Ukraine. Oui, voilà, la Chine, notamment l'Ukraine.
dans laquelle d'ailleurs le père est mêlé. Oui, et bien sûr, il y avait 10% pour The Big Man. Voilà, donc il avait interagi dans cette affaire d'ailleurs en tant que vice-président, oui. Ce qui pose des questions supplémentaires. Et donc au moment où l'affaire avait éclaté, c'est-à-dire au moment des élections 3 semaines avant les élections, 2020, voilà, c'était je crois le New York Post qui avait fait éclater l'affaire. C'était Giuliani, et puis il avait donné au New York Post. C'est ça. À l'époque, l'information était fortement censurée sur la plupart des réseaux sociaux. Elle avait été interdite sur les réseaux sociaux. On avait fermé le site du New York Post, qui est quand même le plus vieux journal aux États-Unis, je crois si mes souvenirs sont exacts, c'est-à-dire le plus ancien, c'est celui qui est là. Donc, bon, c'est un journal qui est plutôt à droite, mais qui était. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une omerta totale qui a été faite sur cette affaire dans toute la presse. Le chef de la CIA, le chef du FBI sont venus à la télévision dire que c'était un coup qui était monté par les Russes. Absolument. Pour discréditer Biden, etc. Donc, il y a eu, alors que maintenant, on sait que toutes ces informations étaient vraies, que c'était vraiment l'ordinateur du fils de Biden, et ça ne fait que confirmer ce que j'ai dit à l'époque, il m'a fait traiter de conspirationniste. C'est le crime abominable, c'est le type qui a raison avant les autres, le conspirationniste. Il s'est passé des trucs pendant ces élections aux États-Unis qui sont tout à fait extraordinaires, quoi. J'en avais fait la liste à l'époque dans quelques émissions de radio, de télévision ou de radio que j'avais faites avec Sud Radio, mais c'est tout à fait étonnant. Donc on commence à voir sortir les cadavres. Bon. Et la question, c'est pourquoi ça sort dans un truc qui est plutôt de gauche. Tout à fait, parce que c'est donc le journal Politico qui a un positionnement similaire au New York Times, hein, voilà. Donc plutôt démocrate, qui a confirmé l'authenticité de ces emails. Mais parce qu'il y avait un gars de chez lui qui a travaillé, qui a monté tout un dossier, qui va sortir un livre. Bon, alors c'est une question intéressante. La réponse la plus rapide, c'est que il est temps de se débarrasser de Joe Biden, qui à l'évidence est complètement sénile. Mm-hmm. Et on a vu en Afghanistan, on l'a vu partout, il fait n'importe quoi. Complètement. Donc, le moment de le pousser vers la sortie est arrivé. Mais donc, est-ce que ça veut dire que quelque part, c'est pas les forces démocrates maintenant qui essayent de se dire, bon, en fait, il nous met plus des bâtons dans les roues que. Les forces démocrates se disent, si on va avec lui comme tête de liste aux élections qui auront lieu donc dans un an, on va se ramasser la gamelle du siècle. Comme il ne contrôle le Congrès aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants que de 1 ou 2 voix, il suffit qu'ils perdent 1 ou 2 sièges de sénateurs et qu'ils perdent 3 ou 4 sièges de représentants, ce qui paraît à peu près assuré, et ils vont se retrouver renvoyés à leurs chères études. Et donc, ils se disent, on a peut-être une chance de gagner avec Kamala Harris, mais on n'en a aucune à gagner avec Biden. Donc, mais Kamala Harris, c'est la planche pourrie par excellence, donc là aussi, ça va être intéressant, quoi. Mais il ne sortira pas d'affaire sur elle, quoi. Il y a une statistique intéressante qui était sortie aujourd'hui, c'est que dans la majorité des Américains aujourd'hui, 48% des Américains sont pour Trump et 45% pour Biden. Ce qui est quand même rigolo, parce que 6 mois après ou 8 mois après l'élection, les Américains se disent « Zut, j'ai voté pour le mauvais, j'ai tué le mauvais cochon. » Il y a énormément de gens qui disent regretter avoir voté pour Biden. Ben, je comprends. Bon, c'est pas faute de les avoir prévenus quand même, mais bon, ils se réveillent lentement parfois, mais il y en a qui se réveillent. Il y en a qui se réveillent, et il suffit... Comme les élections, Trump n'a perdu les élections que de 40 000 voix, puisqu'il y avait 3 États qui ont été extrêmement douteux dans la façon dont les votes ont été comptés. Il n'a perdu que de 40 000 voix. Aurait-il eu 40 000 voix de plus entre ces 3 États, il faisait basculer l'élection. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de voix qui basculent à l'horizon de novembre prochain pour que ça entraîne un vrai désastre pour les démocrates. Ouais. Après, ce qu'on espère, c'est surtout un triomphe des républicains, et c'est possible des bons républicains. Pas des rhinos. Vous savez, les rhinos, c'est les rhinocéros, c'est les Republicans in name only. Exactement, oui. Il faut que tous les républicains in name only soient battus. Le principal d'entre eux étant le chef du Sénat, M. McDonnell, qui est quand même, lui aussi, une planche pourrie d'anthologie. Donc on espère que le parti a fait un ménage interne. Je crois que ce bon Trump est en train de procéder ce que n'avait pas fait Sarkozy, c'est-à-dire un nettoyage au Karcher. Mais un nettoyage interne. Ensuite, on a l'affaire des sous-marins. Donc, je récapitule l'affaire en très gros. La France devait vendre 12 sous-marins au diesel à l'Australie pour 56 milliards d'euros. Donc c'était un contrat qui était entendu par les deux parties, et au final on a appris par la presse d'ailleurs que ça n'allait pas être le cas.
et que c'est plutôt aux États-Unis que l'Australie allait acheter des sous-marins, eux, à propulsion nucléaire. Alors, la question que je me pose, c'est pas tellement faut-il produire des sous-marins nucléaires, mais est-ce que la France a encore des alliés? Vous pourriez la poser différemment. Est-ce que est-ce que les États-Unis se considèrent encore comme des alliés de la France, ou est-ce que la France est un allié convenable des États-Unis? Alors, je vais essayer de répondre. Dans un papier que j'ai publié dans l'Institut des Libertés lundi, là, j'ai fait l'hypothèse que c'était leur réponse du berger à la bergère en ce qui concerne la signature du contrat de gaz avec la Russie. Parce que la réalité, c'est que l'OTAN est soi-disant chargée de nous protéger contre la Russie. Mmh. Contre le pacte de Varsovie. Contre le pacte de Varsovie qui n'existe plus, mais maintenant contre la Russie. Bien, soit. La Russie qui n'était pas un adversaire il y a 20 ans parce qu'ils étaient au tapis, mais qui est bien remontée avec Poutine, qui redevient un adversaire crédible. Donc soulagement à l'OTAN, on a enfin un ennemi. Parce que avoir une alliance militaire quand il n'y a pas d'ennemi en face, ça démobilise, quoi, c'est certain, quoi. Et alors, les Russes se sont vus financés par les Français, les Allemands et les Hollandais pour construire un immense pipeline, qui est le deuxième d'ailleurs, qui s'appelle North, je sais plus quoi, et qui va amener énormément de gaz vers l'Allemagne. Il passe sous la Baltique, il arrive en Allemagne. Et les Américains avaient interdit ce pipeline, en disant que c'était mettre l'Europe dans la dépendance énergétique de la Russie. Parce que militairement, vous vous dites, ils n'ont pas besoin de nous envoyer des fusées ou d'envoyer des hommes, il suffit qu'ils coupent le gaz et toute l'économie allemande et européenne s'arrête du jour au lendemain. Donc les Américains disent, vous n'allez pas vous rendre dépendants énergétiquement des Russes, alors que nous, on vous défend contre les Russes. Un peu couillon, quoi. Les Européens l'ont fait. Et ce brave Macron, toujours faisant preuve d'une grande intelligence des situations, avait annoncé depuis 3-4 ans que l'OTAN était mort cérébralement, que ça ne servait plus à rien, qu'il fallait s'en débarrasser. Donc les Américains ont dit, l'OTAN ne sert plus à rien, et ben donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à nos alliances de toujours, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord avec les gens qui sont sérieux quand il s'agit d'aller taper sur la tête des autres, les Australiens, les Anglais, si j'ose dire, vous avez la grand-mère, l'Angleterre, vous avez la mère, les États-Unis, et vous avez la fille qui est l'Australie. Vous voyez, tout ça, c'est la même. C'est le common law, c'est la démocratie parlementaire. Et donc, ils ont dit, bon, très bien, maintenant, on va refaire une alliance, c'est-à-dire que ça nous annonce la fin de l'OTAN. Et le retour aux alliances ciblées des États-Unis. C'est-à-dire, on sort de l'OTAN. Et à partir du moment où on sort de l'OTAN, ça veut dire que les États-Unis veulent bien passer un agrément militaire peut-être avec la Pologne, ne serait-ce que pour faire braire l'Allemagne et la Russie. Mmh. Mais est-ce qu'ils vont sortir de l'OTAN? Enfin, ils vont jamais sortir de l'OTAN, ils vont la laisser dépérir tranquillement. Mais ils vont prendre les troupes allemandes, ils vont les mettre en Pologne ou en Hongrie. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est bon, s'il n'y a plus l'armée américaine pour protéger l'Europe, qui va protéger l'Europe? On a toujours besoin d'une armée, vous savez. Bien sûr. La bonne question, c'est qu'il n'y a que 3 armées en Europe. La française, qui est un peu quand même à l'os. Il y a pas, je veux dire, ça fait des années qu'on lui coupe les crédits. Enfin, elle fait ce qu'elle peut, elle est plutôt bonne. Enfin, ils sont, je crois, 90 000 ou je sais pas combien. Je crois que les personnels combattants ne peuvent même pas remplir le Stade de France. Donc c'est quand même pas... C'est pas 250 ou 400 000 mecs, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis les 2 armées à peu près convenables, c'est la Turquie et la Russie. Donc l'Europe va devoir se poser la question, qui je veux comme protecteur, les Turcs ou les Russes? C'est une bonne question, non? Je n'ai pas de réponse. Moi, je préférais les Russes, mais chacun a ses préférences. Hein. Moi aussi, sauf que dès que les Russes bougent un petit doigt, visiblement, l'UE n'est pas contente, sans qu'il y ait de sanctions derrière. C'est juste un postulat. Voilà. Oui, mais j'ai vu que Macron commençait à dire qu'il fallait réviser nos positions vis-à-vis de la Russie. Ah oui, mais Macron a dit beaucoup de choses. Il dit tout en même temps, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il fait quelque part le bon diagnostic en disant que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Oui. Mais du coup, pourquoi tu n'en sors pas? C'est un peu problématique. Pourquoi il n'en sort pas, c'est que si vous prenez une décision, c'est embêtant, c'est que si vous prenez une décision, c'est pas en même temps. Vous pouvez pas prendre une décision de rentrer et de sortir à la fois, quoi. Oui, oui.
Donc lui, il est totalement incapable de prendre une décision. Mais justement, il a quelque part le bon constat sur la question, et derrière, il ne le met pas en action. Ben, c'est exactement ce que je me tiens à dire aux gens, c'est que l'intelligence ne sert à rien quand on est un gouvernement. Ce qui compte, c'est la capacité à prendre des décisions douloureuses. Ou ce que disait De Gaulle, le difficile de gouverner, le difficile, c'est pas de choisir entre une bonne et une mauvaise décision, ça, on peut le faire. C'est de choisir entre deux mauvaises décisions. Et lui, le pauvre garçon Macron, il en est incapable. On a un président qui est congénitalement incapable de prendre une décision. Mais donc, est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part d'Emmanuel Macron Non, Emmanuel Macron, il vient de recevoir une énorme claque dans la tête, à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Et la claque dans la tête, c'est lui aux Américains lui disent « Vous n'êtes pas un allié fiable, donc on se passe de vous, quoi. » Sauf que quelque part, moi je m'attends malgré tout à ce que Emmanuel Macron ne change pas sa position sur le sujet, et que pendant qu'on lui dit que lui n'est pas un allié fiable, lui considère encore que les États-Unis sont un allié fiable. C'est pas impossible. Moi je ne le vois pas résister d'un coup face à la puissance américaine. Ben, le pauvre vieux, il aurait bien du mal. La seule chose qu'il pourrait offrir, c'est une espèce de développement conjoint de l'industrie de l'armement française et de l'armée française, payée par un certain nombre de pays qui seraient d'accord pour aider à payer. Ce ne serait pas complètement idiot, mais ça voudrait dire qu'il prend acte du fait que nous ne sommes plus des alliés militaires fiables des États-Unis, d'après les États-Unis. Pour moi, il suffit juste de prendre acte de la situation, de dire très bien, les États-Unis ne nous considèrent plus comme alliés fiables, et bien faisons pareil. Par exemple, je sors du commandement militaire unifié de l'OTAN, dans lequel cet animal de Sarkozy ne devait recoller alors que personne ne lui demandait rien. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que ce matin, j'ai vu un post d'Éric Ciotti sur Twitter qui reprochait une certaine naïveté au président Hollande et Macron vis-à-vis des États-Unis. Je veux dire, il a peut-être oublié un troisième personnage pour lequel il a travaillé, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui a quand même été le pire des présidents de la Ve République, qui était un truc difficile à atteindre, mais il y est arrivé. Oui. Alors, on change de sujet, encore une fois. On a notre cher Éric Zemmour. Alors, on a deux faits d'actualité par rapport à lui. Déjà, il y a eu un sondage en tout début de semaine qui l'a donné à 11%. Mmh. Et j'ai trouvé qu'en fait, le fait le plus intéressant dans ce sondage, c'est pas tellement que Zemmour était à 11, c'est que Marine était à 18. Oui, elle est en train de... Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que en septembre 2011, donc en préparation de la campagne de 2012, Marine Le Pen était aussi à 18. Donc c'est comme si Zemmour la faisait recommencer complètement sa carrière à zéro, quoi. Sauf qu'à un moment, elle était à 27. Oui, bien sûr. Donc, si j'ose dire, elle est passée de 18 à 27, on pouvait se dire, tiens, on va peut-être aller à 40. Mais là, si elle passe de 27 à 18, puis à 15, puis à 12, elle est cuite. À mon avis, Marine Le Pen, elle est cramée. Et donc, est-ce que vous pensez, selon vous, je pense que oui, mais est-ce que vous pensez qu'on va voir dans le futur les courbes se croiser et voir un appel d'air et du personnel politique du Rassemblement National qui en a peut-être ras-le-bol de Marine Le Pen, oui, et des électeurs qui vont se dire, bon, lui, il est peut-être un petit peu plus crédible que l'autre. Oui, et surtout que Marine, elle a désespérément essayé de se transformer en Valérie Pécresse. Un truc consensuel, non, je vais pas dire du mal des gens, non, l'immigration c'est gentil, non, bref, elle a fait exactement la politique inverse de son père, et ça marche pas. Et là, on peut dire ce qu'on veut, mais Zemmour, il parle, ce qui est très étonnant dans cette campagne, qui n'a pas commencé, mais qui a commencé, c'est que, quelque part, Zemmour impose tous les sujets aux gens qui veulent être candidats. C'est-à-dire que c'est lui qui détermine quel est l'ordre du jour. Ce qui est très étonnant, et ça me rappelle curieusement la campagne de Thatcher, quand elle était devenue, quand elle avait battu les travaillistes, c'est que d'un seul coup, elle a fait jouer les gens sur son terrain, à la place d'essayer d'aller jouer sur le terrain de l'autre. Bien sûr. Et ce qu'essayait de faire Marine, à l'évidence, c'était d'aller jouer sur le terrain de la social-démocratie et d'être accepté dans l'équipe. Et là, Macron dit non, le terrain là, pas Macron, Zemmour, le terrain là, c'est le mien, et on va jouer sur ce terrain-là parce que c'est celui-là dont les Français veulent parler. Et ça, c'est très intéressant, si vous voulez, quand on voit
un candidat, en quelque sorte, imposer son terrain, c'est intéressant. Intellectuellement, c'est intéressant. Bien sûr, on voit la faiblesse des autres, c'est-à-dire que quand Zemmour n'était pas encore dans l'équation, on voyait Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Marine Le Pen aussi faire un petit peu une course au centre. Voir qui c'est celui qui va le mieux se recentrer, qui va être le mieux intégré dans le jeu donc de la social-démocratie. Et depuis qu'on parle de Zemmour tous les jours, on voit Valérie Pécresse qui, pendant que Marine Le Pen essaye de ressembler à Pécresse, Pécresse essaye de ressembler à Zemmour. Ou à Marine Le Pen, ce qui est quand même... Ou à Marine Le Pen, mais donc Pécresse parle de plus en plus d'immigration, elle utilise des expressions qui me font penser à l'expression du Karcher de Sarko quand elle dit « la place des clandestins, c'est dans un avion charter ». Je trouve on dirait vraiment une parodie de Sarko 2007. C'est grotesque, c'est... Surtout après ces années passées à la tête de la région Île-de-France, qui est une région qui est gérée comme une région de gauche, quoi, avec des allocations pour les associations pro-migrants, pro-LGBT, etc. Et à ce moment-là, quelle est la différence entre Valérie Pécresse et le Parti Socialiste? J'en vois pas vraiment. Non, et d'un seul coup, elle voit Zemmour et elle se dit, tiens, je vais montrer que je suis bien à droite comme il faut. Ouais, bien à droite comme il faut, alors qu'elle a aucune crédibilité là-dedans. Elle a aucune crédibilité là-dedans. Et d'ailleurs... Je peux pas imaginer les jeunes de droite pour Valérie Pécresse, ça doit être quelque chose comme... Moi non plus, j'aimerais bien en rencontrer. Vous n'en avez pas rencontré par l'instant? Alors figurez-vous que... Des types qui consacrent leur vie à Valérie Pécresse, vous n'en avez pas rencontré? Non, j'en ai pas encore rencontré. Figurez-vous que je voudrais faire une émission ici avec le patron des Jeunes avec Bertrand, patron ou patronne des Jeunes avec Pécresse, et mon copain Stanislas qui lui s'occupe de Génération Zemmour, donc les jeunes avec Zemmour. C'est une bonne idée, ça. Faites-le, ça m'amerait beaucoup de voir les résultats. Bah, j'aimerais bien faire ça, sauf que je cherche désespérément le patron des Jeunes avec Pécresse, donc aidez-moi à le trouver. Il doit y en avoir un. Il doit y en avoir un. Alors, autant Stanislas, maintenant on le voit tous les jours chez BFM, autant les Jeunes avec Pécresse, je ne les vois pas. Et les Jeunes avec Bertrand ou les Jeunes avec Barnier, ça doit être intéressant, ça doit être... On va voir arriver un type qui est déjà à la retraite alors qu'il a 20 ans. Quoi. Ouais. Et encore, Barnier me paraît un minimum intéressant sur le fond, mais je veux dire, il a quand même la stature du parfait technocrate que personne ne connaît. Je dis... Non seulement ça, mais Barnier, il a quand même... c'est lui qui a organisé tous les transferts de souveraineté de la France à Bruxelles. Et maintenant, il nous explique qu'il faut que la France cesse d'obéir à la Cour européenne de justice et à la Cour des droits de l'homme quand même. Maintenant, il nous parle d'Europe des Nations. Faut pas rigoler. Il nous a imposé ça pendant 40 ans et maintenant il dit non, il faut revenir à notre souveraineté juridique. Des claques, oui. Ouais. C'est ça a été le monsieur Union Européenne pendant des années, et puis maintenant on dit Europe des Nations, on sort de ce qui nous emmerde. Bah écoute, fallait nous dire avant. Fallait commencer par y rentrer, ça aurait été une bonne idée. Ça, non mais ils sont tous des guignols, quoi. Donc celui qui a le plus de capital cohérence par rapport à ce qu'il dit depuis 20 ans, c'est quand même Éric Zemmour, et je pense qu'il va y avoir cet effet. On peut dire ce qu'on veut d'Éric Zemmour, mais pas qu'il ne se répète pas. Ah oui, ça c'est sûr. Mais du coup, pendant que les autres se contredisent, lui il se répète. Vous savez, c'est ce que me disait un vieux professeur, dans la vie on a deux choix, soit on se répète, soit on se contredit. C'est pas... Et lui, il a choisi de répéter, quoi. Ce qui fait que maintenant, ça commence à pénétrer dans le cortex des Français, ce qu'il dit. Oui. D'ailleurs, on espère que ça va rentrer encore plus fort ce soir, parce que donc l'émission sera publiée après, mais ce soir, le jour où on tourne, on a le gros débat, on a la Champions League avec Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon, donc 20h45. Il fera un gros risque Mélenchon, parce qu'il voulait pas parler à Zemmour, mais comme il est en effondrement, il s'est dit il faut que j'appelle à Zemmour pour rétablir ma crédibilité. Mais s'il se fait ratatiner, je sais pas s'il se fera ratatiner, parce que c'est un bon débatteur, s'il se fait ratatiner, il est foutu. Ouais. Mais là encore, Mélenchon a une grosse faiblesse face à Zemmour, et pour une fois, c'est pas la culture, c'est pas ça, c'est le manque de cohérence par rapport à ses anciens engagements politiques. Il y a 10 ans encore, c'était un gros soldat de la laïcité, et aujourd'hui, on le sent beaucoup plus proche des milieux islamistes que des milieux laïcs. Donc là-dessus, Zemmour va devoir jouer, j'espère qu'il le fera brillamment. Brillamment, oui, ça, j'ai pas de doute. Quand je l'ai vu résister à Ruquier et à Léa Salamé, je me suis dit quand même, il a bien du courage, ce garçon. Parce qu'avoir des gens qui sont aussi puants de haine et ne pas leur mettre des claques, il faut avoir un caractère, une nomination sur soi qui est quand même remarquable. Ouais. Ensuite, toujours Zemmour, mais cette fois-ci l'affaire Paris Match. Alors c'est pas tellement une affaire politique du coup,
c'est plus une affaire de violation de la vie privée. Donc, on apprend via un paparazzi de Paris Match que Éric Zemmour entretient une aventure avec sa conseillère Sarah Knafo. Alors du coup, tout le monde en a parlé hier. C'est pas ce que le président de la République actuelle avait eu avec une femme un peu plus âgée que lui il y a quelques années et dont on n'a jamais parlé. Moi, je trouve ça quand même plus admirable de la part de Zemmour de sortir avec une jolie conseillère de 28 ans que de la part de Macron de sortir avec sa prof de français qui a 24 ans de plus. Oui, parce que ça, c'était illégal, alors que le 28 ans, c'est pas illégal. Hein. Oui, tout à fait. Non, enfin, je mettais ça parce que c'est curieux, comme les journaux, la gauche bien pensante, qui devient morale maintenant, ce qui est admirable, la gauche bien pensante a tendance à parler des histoires sordides des gens, pourvu qu'ils ne soient pas de gauche. On n'a jamais entendu parler de la fille de Mitterrand, on n'a jamais entendu parler de l'enfant qu'il avait avec la Suédoise, etc. Donc, du fait qu'il est fait entretenir par l'État français, tout ça. Donc je suis quand même ébloui de cet accès de vertu de gens qui pourtant n'ont pas l'air d'avoir une admiration forcenée pour la famille, par exemple. Il y a toujours eu une forme d'accord tacite entre les politiques et les journalistes pour préserver la vie privée. Là, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que les ennemis de Zemmour commencent à avoir la trouille et commencent à lâcher les boules puantes. Mais je peux dire que ça va pas être la dernière, hein, parce qu'ils doivent en avoir. Je veux dire, si on cherche quelque chose sur quelqu'un, on trouve, quoi. C'est pas difficile. Sauf que je pense que là... Mais la Français vont être dégoûtés. Je pense que sur le plan vie privée, vie personnelle, ça doit pas être agréable ni pour Zemmour, ni pour Sarah Knafo. Et pour l'épouse de Zemmour, ce qui est et pour l'épouse de Zemmour, la famille, les enfants, c'est agréable pour personne. Après, c'est honteux parce que c'est interdit par la loi. Évidemment, et donc d'ailleurs Zemmour attaque en justice le journal Paris Match par rapport à ça. Bon, j'espère que ça va aider à payer sa campagne. J'espère aussi. Après, je ne pense pas que politiquement ça le desserve. Je pense qu'au contraire, ça le rend plutôt sympathique. Je pense que personne ne justifie ce qu'a fait Paris Match. Donc peut-être que finalement c'est aussi un coup gagnant encore pour Éric Zemmour. Bah, ça me rappelle un petit peu l'élection de Trump, qui a toujours été un chaud lapin, qui a toujours été entouré de très belles femmes. Ils avaient été chercher des histoires qui dataient de 35 ou 40 ans qu'il avait racontées dans un vestiaire. Et il y a 40 ans, le type l'avait enregistré et ils avaient sorti ça. C'est un petit peu comme dans un vestiaire d'un club de rugby, si vous voulez. De temps en temps, vous entendez des choses qui sont pas politiquement correctes, quoi. Donc, grosso modo, ce qui m'amuse le plus, c'est que les gens de gauche sont devenus des chaisières. Des chaisières comme à la fin du 19e, vous savez, les dames qui condamnaient les filles qui avaient des aventures. Ces gens dont le slogan en 68 est « Il est interdit d'interdire », maintenant sont offusqués si un homme politique a une relation avec une jeune personne. Ils sont devenus les nouveaux puritains. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ils sont devenus puritains si le type est plutôt à droite, quoi. Ils disent jamais ce genre de truc. Par exemple, regardez le silence dont a bénéficié DSK pendant 15 ou 20 ans. Tout le monde savait que c'était un fada. Et personne ne disait jamais rien. Il a fallu qu'il se fasse choper aux États-Unis pour qu'on connaisse un peu la vérité sur DSK. Donc, je suis quand même surpris de voir à quel point ils sont difficiles avec Zemmour et à quel point ils étaient silencieux avec DSK, quoi. C'est qu'ils voulaient nous présenter comme un président. Il faut s'en souvenir. Hein. Oui. Donc, tout ça, je vais dire ce que je pense. Ce sont des grosses ordures hypocrites. Et plus ils taperont sur Zemmour, je pense honnêtement que plus les Français se mettront à aimer Zemmour, quoi. C'est très possible. Et surtout que Zemmour n'a pas, je pense, la faiblesse qu'avait Fillon. Peut-être pour 3 raisons. Déjà que, pour la première raison, c'est la nature de l'affaire. C'est pas une affaire financière où il pique dans la caisse de l'État. C'est une affaire de mœurs. Bon, je pense que les Français s'en fichent un petit peu, honnêtement. Ensuite, il dit pas une connerie du genre si je suis mis en examen, j'arrête la campagne. Pour qu'ensuite on le mette en examen. Et je pense que aussi il a une force de caractère et il a une conscience que les coups bas ne marchent qu'avec les faibles et que si on reste fort, eh bien on le reste. Si on décide de rester fort, on le reste. Mais ça donne une idée
de la bassesse de ceux qui veulent faire tomber Zemmour. C'est-à-dire qu'ils sortent du domaine du combat d'idées pour rentrer dans une tentative de destruction de la personne. C'est ce qu'on a très bien vu dans l'interview avec Ruquier et Salamé aussi. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que ils voulaient empêcher les Zemmour de donner ses idées, mais eux, ils l'attaquaient sur des questions de basse, quoi, de son ambition, de ceci, de cela, quoi. Oui. Puis il lui faisait la remarque de vous allez beaucoup de fois dîner en ville, alors que quand même il détaille des dîners qui ont lieu sur une quinzaine d'années. Oui, sur une quinzaine d'années, quand tu es journaliste politique, tu vas dîner avec des hommes politiques, c'est normal. Voire déjeuner. Voire déjeuner. Et en plus, il allume aussi toute une série de gars, à mon avis, à juste titre. Enfin, je suis en train de lire son bouquin, il est assez marrant. Mais voilà, quoi, c'est pas... Je veux dire, je vois pas en quoi le fait que Zemmour est une aventure avec une collaboratrice peut peser sur l'opinion politique des Français. On a dépassé le stade de... voilà. De la décence. Maintenant, ce que je trouve indécent, c'est que les gens se servent de ce genre de choses pour essayer de faire du mal à Zemmour et à sa famille. Peut-être se disent-ils, si on attaque suffisamment lui et sa famille, il va peut-être renoncer. Et en se disant, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ouais, mais je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit. Non, je pense pas non plus. Je pense qu'il se dit, je vais me faire élire et ensuite je leur mettrai des claques. J'espère que ce qu'il pense. Ah, écoutez, en tout cas, ça veut dire un truc, si vous voulez, c'est ce qu'on qu'on dit au rugby quand les choses commencent à se chauffer un peu. On dit la boîte à claques est ouverte. Ça veut dire quand la boîte à claques est ouverte, il peut se passer des choses sous la mêlée qui sont un peu douteuses, quoi. Vous nous la faites souvent, celle-là. Je crois que la boîte à claques pour la campagne est ouverte. La campagne, je pense aussi qu'elle est ouverte. Et à mon avis, elle va commencer à sortir dans tous les sens. Hein. Ouais. Eh bien, écoutez, on a terminé cette émission. Donc, je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine, toujours avec ce cher Charles. Absolument. Et donc, on retrouvera des personnes nouvelles dont on pourra dire du mal. Oui, c'est très important. Ou du bien, d'ailleurs. Oui, ou alors retaper encore sur les mêmes, parce que de toute façon, c'est jamais assez. Hein, non, c'est jamais assez. Non, il y en a quelques-uns sur lesquels... Là, oui, aujourd'hui, on a beaucoup épargné la gauche. On reviendra un autre jour dessus. Donc n'oubliez pas toujours de commenter, de partager la vidéo, de mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc on vous retrouvera bientôt pour d'autres émissions.